En 1947, suivant le fameux discours de Churchill, premier ministre britannique retraité à Fulton, l'alliance de guerre entre l'URSS et les États-Unis ne tient plus. La rivalité déclenche la guerre froide. La course à l'armement nucléaire se poursuit de plus belle, la tension menant même jusqu'à la crise de missiles à Cuba. Leur population vit dans la peur constante d'une attaque nucléaire. Aux États-Unis, un sondage rapporte que 26% de la population croit que l'URSS prône la domination mondiale. Dans le but de se protéger l'un de l'autre, ces deux nations forment de nouvelles alliances et répandent leurs forces militaires un peu partout dans le monde. Les Américains se lient avec l'Europe de l'Ouest par le biais de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le 4 avril 1949. Cet accord ayant l'objectif de protéger les pays participants en obligeant les alliés de défendre quiconque d'entre eux se ferait attaquer. En réponse à ce traité, l'Union socialiste signe le pacte de Varsovie le 14 mai 1955. La menace que ces unions posent mène à un renforcement de la recherche, à l'acquisition et à l'amélioration des armes nucléaires. Après la détonation de leur première bombe atomique en 1949, l'URSS est sur la même longueur d'onde que ses ennemis d'Amérique. Chacun des grands souhaite avoir les meilleures avancées technologiques à sa disposition afin de pouvoir prendre le dessus de cette guerre psychologique. Commence la course du développement d'une bombe à l'hydrogène. Dans les écoles aux États-Unis, il devient routine pour les jeunes de pratiquer la procédure à prendre en cas d'une attaque. Plusieurs vont même jusqu'à se construire des bunkers anti-atomiques. Dans les années 1950, une production en masse d'armes nucléaires voit le jour. Chaque superpuissance souhaite en posséder le plus. En 1957, l'Union soviétique dévoile qu'elle possède des missiles capables d'atteindre n'importe où dans le monde. En 1964, les États possèdent 6800 ogives nucléaires et du RSS 500. La crise des missiles de Cuba constitue le moment le plus intense de la guerre froide. Durant les années 50, les États avaient une grande influence à Cuba. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à la tête d'une révolution soutenue par le peuple cubain. Il entreprend une réforme. Cuba crée des alliances commerciales et militaires avec l'Union soviétique et devient par le fait même un ennemi des États-Unis. En novembre 1961, John F. Kennedy, président des États-Unis, décide d'implanter des missiles en Turquie et en Italie, lesquels ont une portée pouvant atteindre le sol soviétique. En mai 1962, Nikita Khrouchtchev, le président de l'URSS, envoie à Cuba des soldats, d'autres missiles nucléaires et du sous-marin. Par la suite, le 2 octobre 1962, il envoie des sous-marins soviétiques armés de torpilles nucléaires rejoindre le convoi des cargos soviétiques en direction de Cuba. Les États-Unis épient les faits et gestes maritimes de l'Union soviétique. Le 14 octobre 1962, la CIA prend des photographies des sites de lancement des missiles en direction des États-Unis. Dès que le président apprend que son pays est la cible de plusieurs missiles, il lance un blocus maritime à l'aide d'un comité. Si par malheur un cargo soviétique essayait de passer cela déclencherait une guerre ouverte entre les États-Unis et l'URSS. Le 22 octobre, John F. Kennedy rencontre l'ambassadeur soviétique Zorin. La rencontre a pour but de remettre à l'ambassadeur le texte de son discours qu'il fera plus tard dans la soirée. En début de soirée, il s'adresse à la nation par la télévision afin de l'informer des missiles à Cuba et du blocus maritime qu'il mettra en place le 24 octobre. Il annonce que tout lancement de missiles sur leur pays devient une attaque directe de l'Union soviétique. Il ordonne le retrait des missiles de Cuba. Le 28 octobre 1962, une entente est faite entre l'Union soviétique et les États-Unis avec l'aide des Nations unies. L'URSS accepte, sous la supervision de l'ONU, de retirer ses missiles de Cuba et de renvoyer les cargos de nouveaux missiles à leur point initial, en notant que les Américains promettent de ne pas attaquer Cuba et de retirer les missiles installés en Turquie et en Italie qui pointaient sur leur territoire. Le 12 novembre, les sites de lancement de missiles sur Cuba sont démolis et le blocus maritime est retiré le 20 novembre. Selon nous, il est important d'en parler encore aujourd'hui dans le but que l'humanité ne répète pas les erreurs d'hier. Il faut connaître et comprendre le passé de notre histoire si on veut aller de l'avant et toujours en s'améliorant. Dans le cas de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis n'entretenaient aucun canal de communication entre elles. Si les deux puissances se seraient davantage parlé, nous aurions évité beaucoup de stress et de situations dangereuses non désirées. Pour remédier à la situation, le téléphone rouge a été mis en place entre les deux présidents. L'humanité peut aussi tirer de ces événements que dans une guerre, il n'y a jamais de gagnants, mais uniquement des perdants. Il ne sert à rien de bouleverser l'équilibre du monde pour la fin causer plus de tort que de bien. Une guerre est un échec de communication et de non-tolérance des différences. Malgré tout, nous ne pensons pas que l'humanité a appris de ses erreurs. L'être humain est fait de sorte qu'il va toujours chercher à être puissant et dominant. En général, le monde exprime de la difficulté à accepter les différences. Dorénavant, nous pouvons apercevoir à Washington une ambassade cubaine et une ambassade américaine à La Havane. Cela s'est pas vu depuis 1961. C'est un grand rapprochement entre ces deux pays qui étaient en froid depuis 50 ans. Une réconciliation jamais espérée est donc d'envergure entre ces deux pays. Created using Powtoon.